À la fin des années 70, les petites voitures économiques et compactes vont avoir le vent en poupe. Certaines grandes puissances mondiales auraient été ressorties, grandies économiquement de la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis, je sais pas pourquoi j'ai mis un pluriel, les États-Unis sont ressortis économiquement plus forts de la Seconde Guerre mondiale. Ce qui veut dire qu'ils vont profiter de quelques décennies d'abondance énergétique, avec des pleins d'essence à 5 balles, et encore le pompiste il s'excuse, désolé ma bonne dame, ça augmente. Des décennies où on pouvait acheter une Volkswagen Beetle pour déconner, en deuxième bagnole, ou en faire un beach buggy. Mais en 1973 et 1979, deux cracks pétroliers vont redistribuer les cartes. Ce sera le début d'une crise énergétique qui est encore un peu en train de nous faire chier aujourd'hui. C'est dommage de se manger une crise énergétique sur le coin de la gueule, ça leur serait sûrement jamais arrivé s'ils avaient connu Oli Energy. C'est sponsorisé. Oh, c'est vous. Je ne vous avais pas vu. Vous savez, quand on est comme moi, créateur de contenu, on n'a pas le temps. Pas le temps pour l'URSSAF, mais surtout pas le temps de dormir. Les boissons énergétiques classiques, vous savez, sont généralement bourrées de saloperies, ne sont pas réellement énergisantes et, d'autre part, n'arrivent pas à la cheville de ça. Ça, c'est Oli Energy. Plus précisément, je bois du Raspberry Raptor, millésime 2024. Le nez est formidable, la robe est succulente. À l'inverse des boissons énergétiques qu'on ne nommera pas pour des raisons légales, Oli n'utilise pas une montagne de sucre ou je ne sais quelle connerie, non, ils utilisent des colorants et arômes tout à fait naturels, des vitamines, et pour ce qui est de l'énergie, de la New Caf et du thé vert, c'est somptueux. Ils ne font pas que des boissons énergétiques aussi, vous savez, ils font de l'Ice Tea ainsi qu'une gamme hydratation. Très utile après une nuit entière à travailler pour atteindre une deadline que je m'impose à moi-même, pensant que si je ne le fais pas, en fait je serai... Vous aussi, vous pouvez accéder à tout ça, vous savez, ce style de vie, cette énergie. Clique sur le lien en commentaire épinglé. Ma recommandation ? Prends le pack découverte. Genre, sans blague, prends le pack découverte, ce serait con d'acheter une saveur que t'es pas sûr d'aimer, et puis c'est la loterie, le pack découverte, au moins tu goûtes tout, tu vois ce que t'aimes. Et pour ta première commande, avant de payer, n'oublie pas d'utiliser le code CLIPPY5 qui te donne 5 € de réduction. Si en revanche tu fais déjà partie de l'élite, si en revanche tu as déjà goûté à ce somptueux breuvage, tu peux quand même utiliser le code CLIPPY pour 10% de réduction. Non seulement tu économises de l'argent, il n'y a pas de petit profit, mais aussi tu soutiens la chaîne. Encore une fois, pour réitérer, CLIPPY5 pour ta première commande, tu économises 5 €, et si tu es déjà client Oli Energy, le code CLIPPY pour 10% de réduction. Merci pour votre soutien, merci à Oli Energy. Retour à la vidéo. Donc, crise énergétique, flambée des prix du pétrole, petite voiture compacte et économique. Il va y avoir un changement de mentalité. On va passer justement de avoir une deuxième voiture plus petite juste pour le fun à est-ce qu'on remplacerait pas l'énorme tas de ferraille par un truc qui consomme moins. À ce petit jeu-là, ceux qui maîtrisaient réellement le game, fin des années 70, c'était les Japonais. Ah bah oui, qui de mieux que les mecs qui sont ressortis les moins bien économiquement, à part peut-être l'Allemagne, de la Seconde Guerre mondiale, pour te produire des bagnoles qui sont économiques, fiables et en plus pas mal. En fait, on va assister à la fin des années 70 et au début des années 80 à une déferlante de voitures japonaises sur le marché américain. Mazda, Honda et Datsun vont devenir des noms que tout le monde connaît, et les voitures américaines, elles, vont avoir un petit peu de mal, donc témoigne la MC Gremlin qui n'a rien de bien, absolument rien. Et il se trouve qu'en Europe aussi, on sait faire des petites voitures compactes pas trop vilaines qui pourraient s'exporter aux États-Unis, surtout que notre marché il est sursaturé, n'est-il pas? Le problème c'est qu'en France, on va avoir beaucoup de mal. Il y a bien Renault qui va arriver à exporter la R5, qui s'appellera là-bas la Renault Le Car, et vous savez maintenant pourquoi le format s'appelle comme ça. Mais il n'y a pas grand-chose d'autre. Faut dire que même si notre marché est saturé de bagnoles du genre, pas grand-chose qui vaut le détour. Alors si, déjà, t'entends-je dire? Parce qu'il y a la Citroën LN, il y a la Citroën Visa, et puis il y a la Talbot Samba. Et ça fait beaucoup de mots pour dire Peugeot 104. T'aurais pu rajouter la R14 aussi, ça aurait posé problème à personne. Et le truc, c'est que Peugeot, ils auraient bien voulu exporter leur 104 sous toutes ses déclinaisons chez nos amis américains. Mais voilà, Peugeot va très mal. Après une décennie 1960 faste et furieuse, avec la capacité à produire plus d'un demi-million de voitures par an, ce qui les place seulement second derrière Renault au niveau de la production française, la décennie 70, quant à elle, est un peu plus vache maigre. Et ça, c'est une conséquence directe du rachat de Citroën en 1976 et du rachat de Chrysler Europe en 1978. Un rachat qui avait été ordonné avec en point de mire un pied-à-terre dans le marché américain. Et ça a pas trop marché. Alors ils vont bien récupérer quelques marques au passage, comme Matra qui vont revendre tout de suite. Ils auront aussi Talbot qui sera très important pour le reste de mon histoire. Et l'un dans l'autre, tous les projets que Peugeot a d'exporter ces petites voitures aux États-Unis vont devoir prendre ombrage, parce que quand tu rachètes une compagnie, généralement c'est pour deux raisons. Soit c'est une compagnie qui a vachement moins d'argent que toi, mais qui a un potentiel, et du coup tu veux l'utiliser à bon escient. Soit c'est une compagnie qui a des dettes, qui est donc dans une situation de faiblesse. Ils ont racheté Chrysler Europe pour $1 symbolique. Tu penses vraiment que Chrysler Europe se portait bien? La réalité, c'est qu'en rachetant Chrysler Europe, ils ont racheté aussi énormément de dettes. Et qui c'est d'autre qu'ils ont racheté en 76 qui avait plein de dettes?
Citroën, eh oui. Ah non, mais les sphères. Non, mais oui, excusez-moi, pardon. J'ai du mal. Ah, Citroën. Et malheureusement, c'est pas avec le minable effort, alors qu'elle a une gueule folle, hein, de la Peugeot 604 turbo diesel, qu'on allait relever justement Peugeot. Surtout que bon, le diesel, à cette époque-là en France, compliqué, déjà en hiver, n'y compte pas. Le gasoil à la pompe était dégueulasse, c'était plus du mazout coupé à la flotte. Relever la marque avec ça, compliqué. En 1980, Jean Boileau va succéder à François Gauthier à la présidence de Peugeot. À peine son cul a-t-il le temps de toucher le siège en cuir que c'est la merde, y a pas un rond dans les caisses. Et on se rend compte aussi, constat alarmant, Peugeot ne plaît plus aux jeunes. Peugeot est une marque vieillissante. Peugeot est peu à peu en train de devenir la marque préférée du quarantenaire qui veut un truc français. Ils ont besoin de faire quelque chose, et vite. Il se trouve qu'en fouillant un peu dans les cartons, on trouve un projet qui s'appelle M24. Une petite citadine pas moche du tout, dessinée par un certain Gérard Godefroy. Un Gérard Godefroy qui ira dans le dos du chef de projet faire jusqu'à une maquette 1/5 parce qu'il pense réellement qu'il y a du potentiel. Alors que le chef de projet, lui, pas payé pour ses conneries, voit d'un œil très négatif ce projet M24 et pense que ça ira nulle part. Eh bien, monsieur Godefroy, merci beaucoup. Au nom de la France entière et peut-être au nom des gens qui travaillaient chez Peugeot à l'époque, parce que vous avez sauvé ce qui est devenu la Peugeot 205. J'ai pas vraiment besoin de présenter la 205, c'est une voiture mythique qu'on a vue tellement partout qu'on a oublié qu'elle était magnifique. À l'instar de la 206 et d'une grosse majorité des Peugeot, sauf cette horrible période 207 jusqu'à le renouvellement de faciès là, de la gamme 208-308 récemment là. Ça c'était très moche Peugeot, je sais pas ce que vous avez chié. Dans le même temps, le WRC va connaître des changements majeurs. Premièrement, les groupes 1 et 2 vont être renommés groupes N et A. Et les groupes 3 et 4 vont eux être réunis sous l'étendard du groupe B. Et les règlements vont quelque peu changer et vont pas mal attirer les constructeurs, puisque les règlements sont de moins en moins restrictifs. Parfait, donc si t'as envie de jeter de l'argent sur un incendie. Peugeot voit alors une super opportunité. Le projet M24, qu'on va appeler 205 à partir de maintenant parce que sinon c'est chiant, pourrait être l'occasion parfaite de rompre avec l'image vieillissante de Peugeot, d'autant plus qu'on commence à comprendre ce qui va faire vendre auprès des jeunes. Les jeunes refusent un daily plan-plan, quelque chose de raisonnable, ils veulent quelque chose qui peut botter des culs. Appliquons donc le fameux adage de Whatever wins on Sunday will sell on Monday. Traduit de la langue de Jay-Z à celle de Camini, on comprendra, ceux qui gagnent le dimanche se vend le lundi. Il y a donc une très belle opportunité et on va donc confier les rênes de Peugeot Sport à un certain Jean Todt, un ex-copilote de rallye qui a raccroché les gants en 1981. Et la première chose que Jean Todt va faire, c'est réorganiser ce bordel. On va aller pocher un peu de budget et aussi des tronches qui savent faire une bagnole de rallye chez Talbot. On va donc créer l'union Peugeot-Talbot Sport. Et le premier fruit de cette union, le premier enfant de ce mariage consommé, c'est elle. Comme la future 205 ne sera pas vendue avant 1983 et qu'on est en 1981, ça laisse un peu de temps à Jeannot et compagnie de comprendre quoi faire avec ce projet. La 205 de rallye sera commencée dans les ateliers Talbot en Angleterre et le projet va prendre du retard. Et puis c'est bordel, et puis il y a la barrière de la langue. Peugeot a vite compris que ce serait la merde. Donc plutôt que de laisser la conception du châssis de leur fer de lance à des Britanniques, ils ont décidé de ramener ça en France. Parce que je veux dire, on va pas séparer la création du châssis et du moteur dans deux pays différents, et puis ça fout la merde, et puis c'est une marque française, tu veux pas non plus qu'il y ait un gros emprunt britannique, ce serait complètement débile de faire ça à très grande échelle dans un autre championnat du monde qui pourrait éventuellement être le pinacle du sport auto. Fort heureusement, aujourd'hui on parle de Peugeot. Un budget colossal est déployé dans la Peugeot 205 de rallye et surtout, rappelez-vous que Peugeot est au bord de la faillite, c'est giga la merde. Il n'y a qu'une seule contrainte, la voiture de rallye doit quand même ressembler à la voiture de route, un minimum, tu vois. Encore une fois, whatever wins on Sunday will sell on Monday. So yeah, you need the car to look alike. Just a bit. Sauf que la future 205 de rallye et la 205 de route se ressemblent pas du tout. D'un côté, vous avez une zestie, une pépi petite traction, moteur à l'avant, bien sympathique, bien franchouillarde. Et de l'autre côté, vous avez un monstre avec un moteur en position centrale arrière et une transmission aux 4 roues. Donc on a décidé de coller la calandre et les phares. Et on va mettre un autocollant 205 derrière et je te jure, ça marche. Ça marche, ça marche de fou. Bon, la vérité, c'est que ça marchait pour tout le monde, sauf pour la FISA. La 205 T16 a donc eu droit à sa version route qui sera réhomologuée. Ils ont filé un billet au mec de l'UTAC, c'est pas possible autrement. Il y en a très peu sur la route aujourd'hui des 205 T16 pour deux bonnes raisons. La première, c'est soit les voitures ont été directement modifiées pour devenir des voitures de course, soit elles sont autour d'un platane. Le petit 1,6 litre turbo de la 205 T16 monté jusqu'à 300 chevaux, ce qui veut dire qu'avec la cylindrée, la voiture ne devait pas être plus légère que 890 kg et c'était à peu près tout. Le reste, vas-y bombarde, hein, chef. Et le bombardage, on va le voir pour la première fois en 1980.
1984. Peugeot, soit parce qu'ils n'avaient pas réussi à vendre assez de bagnoles, soit parce qu'ils ont décidé de le faire, en 1984 ne fera pas tout le championnat du monde. En fait, ils vont participer à 5 rallyes seulement, considérant ça comme une saison d'apprentissage ou un déverminage en conditions réelles. Seront choisis les rallyes de France, Grèce, Finlande, Italie et de Grande-Bretagne. Et si la 205 T16 fera de timides débuts en 4ème position au Tour de Corse et qu'au rallye d'après en Grèce elles ne finiront pas, aux mains d'Ari Lamain Vatanen, la 205 T16 va remporter le rallye de Finlande, d'Italie et de Grande-Bretagne. No, but you see, this is the French way of learning. It doesn't matter that the driver is Finnish. He, just like us, likes the taste of champagne. Bon, ceci dit, tout ne va pas super bien. Le déverminage a été utile parce que les pilotes ont fait quelques observations. Premièrement, du fait de la répartition du poids dans la baie moteur, la voiture avait tendance à prendre du roulis, pas tellement dans les virages, non, mais sur les bosses, ce qui est un autre problème. Je veux dire, c'est bien une instabilité du roulis quand tu pilotes un F16, pas quand tu pilotes une 205 T16. Même chiffre, mais je vois la confusion. Les pilotes remarquent aussi que dans la pure tradition Peugeot de l'époque, la voiture est très incisive à l'avant, mais super vague à l'arrière, et qu'elle manque peut-être un peu de grippe aéro. Des choses qui seront réglées pour la saison 85. Peugeot va tout simplement remporter les 3 premiers rallyes de la saison. Voilà, excusez du peu, on va pas s'emmerder pour des chicanades. Ils vont survoler la saison. Après une 7ème place au rallye du Kenya en guise de meilleur résultat et une 2ème place au Tour de Corse, la même Peugeot de Timo Salonen va s'imposer 4 fois entre la Grande-Bretagne et la Finlande. Rien qu'une seconde place en Italie suffit, Peugeot est champion du monde constructeur et pilote dès sa première saison complète. Et ça claque quand même pas mal de gueule. Bon, le succès est pas forcément étranger à l'introduction, à partir du rallye de Nouvelle-Zélande, de la 205 Evo 2. Le projet avec la Evo 2, c'était de future-proof Peugeot pour la saison d'après. Alors pour ça, quelques appendices aéros supplémentaires, 200 chevaux de plus puisqu'on passe de 300 à 500 chevaux, pour des raisons de fiabilité. Ah, bien sûr, parce qu'en fait, on pouvait monter beaucoup plus haut, mais on a décidé de garder, voilà, 500 c'est raisonnable. C'est la France. Entre nous, ils ont eu raison de vouloir future-proof, puisqu'à partir du rallye de Grande-Bretagne, c'est-à-dire le dernier rallye de la saison en fait, Lancia débarque avec ce qui sera le fer de lance de son offensive 1986, la Lancia Delta S4. Et vu comment cette dernière a rigoureusement écrasé la concu en Grande-Bretagne, on savait déjà qui étaient les favoris pour 86. En 1986, la Delta S4 et la 205 T16 sont tête et épaule au-dessus du plateau. Cependant, Lancia, dans une exquise ironie, semble faire à Peugeot ce que Peugeot a fait à Audi, les transformer en lointains seconds. À Monaco, la S4 écrase tout sur son passage, et si Peugeot semble donner la réplique en Suède, c'est sans compter qu'ils sont aidés par un manque de fiabilité sur la Lancia la plus rapide. On arrive au 3e rallye de la saison et on se demande si Peugeot sera capable de tenir la dragée haute à Lancia. Tout le monde aura les yeux rivés sur le rallye du Portugal. Malheureusement, c'est pas pour les bonnes raisons. Lors de la première étape du rallye, à départ d'Estoril, beaucoup de pilotes vont être gênés par le public, un public un peu trop proche de la route. Mais c'est quelque chose qui était presque admis à l'époque. Des pilotes peut-être un peu trop fréquemment avoués avoir touché des spectateurs, des mécaniciens comptés un peu trop souvent, retrouver des doigts ou d'autres membres attachés aux voitures. Et le pire est encore à venir. Local de l'étape, Joaquim Santos, sur une Ford RS200, va tenter d'éviter un groupe de spectateurs. L'écart qu'il fait va lui faire perdre le contrôle de sa voiture et il va percuter un autre groupe de spectateurs un peu plus loin. Une trentaine de blessés, 3 morts, l'incapacité de l'organisation à répondre rapidement, la neutralisation qui n'interviendra qu'après que 9 autres concurrents aient traversé cette zone tambour ouvert. Tout ça aurait dû suffire à arrêter le rallye. Mais non, selon les organisateurs, le show doit continuer, mais pas selon beaucoup de pilotes. Un certain nombre d'entre eux vont faire grève et se barrer. Quoi qu'il arrive, cet incident réouvre une énième fois les discussions sur la place du groupe B, sur la quantité de gens qui doivent mourir au nom du sport, des discussions qui seront closes au Tour de Corse. Sur les routes bitumées et les enchaînements d'épingles quasi interminables, les S4 sont favorites. Et même si les 205 ne déméritent pas en début de rallye, rien de tout ça n'a d'importance. Rivonen, au volant de sa Lancia S4, va, pour des raisons encore inconnues, tirer droit dans un ravin. La voiture va prendre feu, ni lui ni son copilote n'en réchapperont. Si cette fois-ci, le reste de la journée est neutralisé et que Lancia se retire immédiatement, au lendemain de ce rallye, pour la FISA, c'en est trop. Jean-Marie Belestre annonce la fin du groupe B pour 1987. Cette saison sera la dernière. La 205 T16 dominera les 2 rallyes suivants. Une victoire en Finlande et une autre en Grande-Bretagne scelleront le destin de cette ultime saison. Peugeot et Canquinet seront champions. La 205 T16 reste alors la voiture la plus dominante de l'histoire du groupe B. Mais son histoire ne s'arrête pas ici.
Furieux de la disparition de la catégorie fin 86, Jean Todt parvient à convaincre Peugeot que la meilleure chose à faire, c'est encore d'engager cette voiture en rallye raid. Émerge alors une troisième évolution de la 205 T16, baptisée Grand Raid, qui n'a, je vous jure, rien à voir avec la Diagonale des Fous, même si j'adorerais voir les 205 T16 boiter au stade de la Redoute, c'est pas pour tout de suite. La voiture est immédiatement prête puisqu'elle court au Paris-Dakar 1987 et remporte presque trop facilement l'épreuve aux mains d'Ari Vatanen. L'édition 88 sera encore gagnée par une T16, mais cette fois-ci aux mains de Kankinen. Et en 1989, elle est remplacée par celle qui aurait dû être le fer de lance de l'effort Peugeot en groupe S, une catégorie mornée qui aurait dû être le groupe B en plus extrême. Regardez ce proto Audi. Voilà, ça c'est ce qu'Audi aurait dû aligner en groupe S de rallye. Ça ressemble à un proto Le Mans. C'est pas... La 405 T16 prendra donc la place de la 205, même si techniquement on est sur un châssis extrêmement similaire, recarrossé un petit peu. C'est d'ailleurs marrant de constater que la suivante à la 405 T16 n'est autre qu'une Citroën ZX Dakar qui ressemble pas du tout à une ZX parce que c'est la 405 T16 légèrement modifiée, légèrement recarrossée, voilà. Et dans le même temps, la 205 T16, elle aura tout fait. Elle saura aller au pas explique. Et si elle aura pas gagné, c'est sa petite sœur, la 405 T16 qui va péter le game. Il y a même, paraît-il, des gens qui ont été couronnés champions de VLN, qui est la ligue d'endurance du Nürburgring si vous préférez, au volant d'une 205 T16. Alors si vous avez des infos là-dessus, n'hésitez pas à les donner en commentaire parce que j'ai trouvé très peu de choses. Elles auront gagné en championnat européen de rallye, en championnat de rallycross, bref, la liste est longue et ma vidéo l'est très certainement déjà assez comme ça. La finalité, c'est que la 205, que ce soit en version de rallye avec la T16 ou en version civile, est une voiture qui a sauvé Peugeot. Une voiture, un programme qui aura été réussi sur toute la ligne. Sauvé de la faillite, les efforts de Peugeot se concentreront sur le circuit. Et ce sera pas la dernière fois qu'ils bottent des culs à l'international. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je suis Kippy Dacli, vous pouvez me suivre partout sauf dans la rue. Je vais appuyer un petit peu, venez sur Twitch si vous voulez. On joue à des jeux de Formule 1 récents, on joue à des jeux de rallye. Bon, Dirt Rally c'est récent, non? Et on joue aussi à Gran Turismo 4, 5, parfois le 7. Hein. Comme quoi, ça m'arrive de jouer à des jeux récents, tu vois. Y a personne là, hein. Je regarde une peluche. Hein. C'est à lui que je parlais. Bref, si d'aventure tu voulais entendre parler de plus de Peugeot, on a déjà une vidéo sur la Peugeot 905 qui doit s'afficher quelque part à l'écran. Une voiture qui n'aurait certainement jamais existé si la 205 avait pas sauvé les meubles et Jean Todt avec. Et peut-être qu'on parlera d'un certain monstre HDI avec un putain de filtre à particules, mais très certainement une autre fois. Bref, c'était Kippy Dacli, bisous.